Dans les brumes épaisses de l'hiver 1923, au cœur des landes désolées du Yorkshire anglais, se dressait une bâtisse qui semblait avoir été oubliée par Dieu lui-même. L'orphelinat Sainte-Agnès, construction victorienne aux pierres noircies par un siècle de pluies acides et de négligence, dominait un paysage lunaire où rien ne poussait sinon des ronces tortueuses et des arbres morts aux branches squelettiques. Les villageois de Moorfield, le bourg le plus proche, situé à 8 kilomètres de marche pénible à travers les tourbières traîtresses, évitaient soigneusement de mentionner cet endroit dans leur conversation. Quand un étranger s'enquérait de cette masse sombre visible depuis les collines, les regards se détournaient, les voix se taisaient, et seul le silence gêné répondait à la curiosité importune. Cette conspiration du silence n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une peur ancestrale qui s'était enracinée dans l'âme collective de la communauté au fil des décennies. Car l'orphelinat Sainte-Agnès abritait des secrets si terrifiants que même les adultes les plus endurcis préféraient l'ignorance au fardeau de la connaissance. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence par l'arrivée d'une jeune femme nommée Eleanor Ashford, institutrice fraîchement diplômée de l'École normale de Londres, qui avait accepté un poste d'enseignante à Sainte-Agnès sans se douter qu'elle venait de signer son propre arrêt de mort morale. À 23 ans, Eleanor incarnait l'optimisme de la jeunesse éduquée, cette conviction inébranlable que la raison et la bonté pouvaient triompher de l'obscurantisme et de la cruauté. Son visage délicat aux traits fins, encadré de boucles auburn qui échappaient constamment à son chignon strict, respirait une douceur presque fragile qui contrastait violemment avec la dureté du monde dans lequel elle s'apprêtait à pénétrer. Ses yeux noisettes brillaient d'une intelligence vive et d'une compassion sincère pour les enfants déshérités qu'elle rêvait d'éduquer et de sauver de leurs conditions misérables. Cette naïveté bienveillante, produit d'une enfance protégée dans une famille bourgeoise de Kensington, allait être mise à l'épreuve d'une manière qu'aucune formation académique n'aurait pu la préparer à affronter. Le jour de son arrivée, un mardi glacial de novembre où le brouillard était si dense qu'il transformait le paysage en un néant grisâtre, Eleanor descendit du fiacre délabré qu'il avait transporté depuis la gare de Moorfield. Le cocher, un homme d'âge mûr, au visage buriné par les intempéries, avait gardé un silence obstiné pendant tout le trajet, se contentant de jeter occasionnellement des regards inquiets vers sa passagère. Lorsqu'elle lui tendit son salaire, leurs mains se frôlèrent brièvement et Eleanor sentit le frisson de terreur qui parcourait cet homme pourtant habitué aux rigueurs de la vie rurale. « Faites attention à vous, mademoiselle », murmura-t-il d'une voix rauque en évitant soigneusement son regard. « Cet endroit, il fait des choses aux gens, des choses qui ne devraient pas être possibles. » Avant qu'Eleanor puisse lui demander des éclaircissements, il avait déjà fait claquer son fouet et disparaissait dans la brume, la laissant seule face à la silhouette menaçante de l'orphelinat qui semblait l'observer de ses fenêtres aveugles comme autant d'yeux morts. La façade de l'établissement révélait immédiatement des décennies d'abandon et de négligence institutionnelle. Les pierres grises étaient rongées par l'humidité recouverte par endroits d'un lichen verdâtre qui évoquait une maladie de peau purulente. Les gouttières brisées déversaient des cascades d'eau de pluie qui creusaient des sillons dans les murs, créant des motifs sinistres ressemblant à des larmes pétrifiées. Plusieurs fenêtres du 3e étage étaient murées avec des planches disjointes, et Eleanor distinguait dans les interstices une obscurité absolue qui semblait absorber la lumière plutôt que simplement la bloquer. La porte d'entrée, massive structure de chêne noircie par le temps, était ornée d'un heurtoir en forme de tête d'ange, dont l'expression angélique avait été déformée par la corrosion en un rictus démoniaque. Cette transformation involontaire semblait résumer parfaitement la perversion qui avait transformé une institution charitable en machine à broyer les innocents. Eleanor souleva le heurtoir et frappa 3 coups qui résonnèrent dans un silence pesant. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur insupportable, ponctuée seulement par le bruit de la pluie et les gémissements du vent qui s'engouffrait dans les cheminées brisées.
Elle était sur le point de frapper à nouveau, lorsqu'elle entendit un bruit de pas traînants approcher de l'autre côté de la porte, accompagné d'un cliquetis métallique qui évoquait des chaînes ou des clés nombreuses. Le verrou grinça avec un bruit qui lui fit penser à un râle d'agonie, puis la porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette féminine enveloppée de noir qui se découpait dans la pénombre du hall d'entrée. La femme qui l'accueillit était mère supérieure Constance Blackwood, directrice de l'orphelinat Sainte-Agnès depuis 27 ans. Grande et d'une maigreur cadavérique, elle évoquait immédiatement ces représentations médiévales de la mort personnifiée, drapée dans des voiles sombres qui accentuaient sa pâleur maladive. Son visage émacié aux pommettes saillantes semblait tendu sur un crâne, à peine dissimulé, et ses yeux d'un gris métallique brillaient d'une intelligence froide, dénuée de toute chaleur humaine. Ses mains osseuses, aux doigts démesurément longs, agrippaient un trousseau de clés qui tintait constamment, créant une mélodie sinistre qui semblait marquer chaque mouvement de cette créature inquiétante. « Mademoiselle Ashford, je présume, » dit-elle d'une voix sèche qui ressemblait au crissement du papier de verre. « Vous êtes en retard. Le règlement stipule que les nouveaux membres du personnel doivent se présenter avant midi. Il est maintenant 12h14. Cette obsession pour la ponctualité révélait immédiatement le caractère tyrannique de cette femme pour qui l'autorité rigide remplaçait toute forme d'humanité. Eleanor s'excusa poliment, expliquant les retards du train et les difficultés du voyage, mais Mère Constance l'interrompit d'un geste impatient de sa main squelettique. « Les excuses sont le refuge des incompétents, » trancha-t-elle avec une froideur qui glaça Eleanor. « Vous découvrirez rapidement que nous ne tolérons aucune faiblesse à Sainte-Agnès. Les enfants dont nous avons la charge sont des créatures corrompues par le péché originel et l'hérédité vicieuse de leurs géniteurs immoraux. Notre mission sacrée consiste à briser leur nature pécheresse pour les transformer en serviteurs dociles de Dieu et de la société. » Cette déclaration idéologique révélait la philosophie cruelle qui gouvernait l'institution, transformant l'éducation en processus de destruction systématique de toute individualité et de toute joie enfantine. Le hall d'entrée dans lequel Eleanor pénétra ressemblait davantage à l'antichambre d'une prison qu'à l'accueil d'un établissement scolaire. Les murs de pierre nue suintaient d'humidité, créant une atmosphère glaciale que même les rares chandelles ne parvenaient pas à réchauffer. Un escalier de pierre aux marches usées par des générations de pieds traînants montait vers les étages supérieurs, disparaissant dans une obscurité menaçante. Des portraits de bienfaiteurs décédés depuis longtemps tapissaient les murs, leurs visages austères semblant juger les vivants avec une sévérité posthume. Eleanor remarqua immédiatement l'absence totale de toute décoration chaleureuse, de toute concession au confort ou à l'esthétique. Chaque élément du décor semblait calculé pour inspirer la peur et la soumission, plutôt que la sécurité et l'apprentissage. Mère Constance la guida à travers des couloirs labyrinthiques, éclairés par de rares fenêtres aux vitres si sales qu'elles ne laissaient filtrer qu'une lumière grisâtre et maladive. Eleanor entendait des bruits étranges provenant des étages supérieurs, des pleurs étouffés, des murmures désespérés et parfois des cris perçants brutalement interrompus qui la faisaient sursauter. « Vous vous habituerez au bruit », commenta Mère Constance sans se retourner, comme si ces manifestations de détresse faisaient partie du paysage sonore normal. « Les enfants doivent apprendre la discipline. Ceux qui résistent reçoivent les corrections nécessaires à leur salut spirituel. » Cette justification religieuse de la violence révélait comment l'institution avait perverti les enseignements chrétiens pour transformer la cruauté en vertu théologique. Elles s'arrêtèrent devant une porte de bois massif, ornée d'une plaque de cuivre ternie portant l'inscription « Bureau de la direction ». Mère Constance déverrouilla la porte avec l'une de ses nombreuses clés et fit signe à Eleanor d'entrer dans une pièce qui semblait sortir d'un cauchemar gothique.
Le bureau directorial était encombré de registres poussiéreux, de documents jaunis et d'objets religieux détournés de leur fonction spirituelle pour servir d'instruments d'intimidation. Un crucifix de taille imposante dominait la pièce. Mais le Christ représenté semblait davantage souffrir de tortures humaines que d'expiations divines, son visage déformé par une agonie qui évoquait les victimes de l'Inquisition. Des cravaches, des martinets et d'autres instruments de correction corporelle étaient soigneusement rangés sur une étagère, exposés comme des trophées plutôt que dissimulés comme des secrets honteux. Bloc 2. Mère Constance s'installa derrière son bureau avec des mouvements calculés qui évoquaient une araignée au centre de sa toile, et désigna à Éléanore une chaise inconfortable, placée délibérément plus bas que la sienne pour accentuer la hiérarchie. « Votre prédécesseur, mademoiselle Hartley, nous a quittés de manière précipitée il y a 3 semaines, commença-t-elle en feuilletant un dossier. Les jeunes femmes modernes manquent cruellement de la force morale nécessaire pour accomplir notre œuvre. » Cette remarque énigmatique éveilla immédiatement la curiosité d'Éléanore, qui demanda innocemment les raisons de ce départ soudain. Le silence qui suivit fut si pesant qu'Éléanore sentit la température de la pièce chuter de plusieurs degrés. Mère Constance la fixa avec une intensité qui semblait vouloir percer son âme, évaluant probablement jusqu'où elle pouvait révéler la vérité sans compromettre le recrutement de cette nouvelle recrue. Mademoiselle Hartley a développé des idées inappropriées concernant nos méthodes pédagogiques, finit-elle par répondre avec une lenteur délibérée. Elle prétendait que certains de nos enfants montraient des signes de malnutrition et de mauvais traitement. Accusations calomnieuses qui démontraient simplement son incapacité à comprendre la différence entre discipline nécessaire et cruauté gratuite. Cette défense révélait involontairement l'existence de pratiques questionnables, tout en tentant de les normaliser comme méthodes éducatives légitimes. Éléanore sentit un frisson d'appréhension parcourir son échine, mais sa formation progressiste et son idéalisme juvénile l'empêchèrent de saisir l'ampleur des avertissements implicites contenus dans ses paroles. Le contrat qu'on lui présenta était un document labyrinthique, rédigé dans un jargon juridique obscur qui masquait des clauses inquiétantes sous des formulations bureaucratiques. Éléanore remarqua particulièrement une section stipulant que tout membre du personnel s'engageait à préserver la confidentialité absolue concernant les méthodes pédagogiques et disciplinaires employées dans l'établissement, sous peine de poursuite pour diffamation et rupture de contrat. Cette exigence de secret absolu aurait dû la mettre en garde, mais sa situation financière précaire et l'absence d'autres opportunités d'emploi l'obligèrent à apposer sa signature au bas du document. En posant son stylo, elle scella inconsciemment son propre destin, s'engageant dans un système dont elle ne pourrait plus s'extraire sans conséquences terribles. Mère Constance la conduisit ensuite vers ses quartiers, une cellule spartiate au 3e étage, réservée au personnel enseignant. La chambre mesurait à peine 3 mètres carrés et contenait un lit de fer aux draps gris élimés, une table de toilette fêlée surmontée d'un miroir piqué et une armoire branlante qui exhalait une odeur de moisissure. L'unique fenêtre, étroite comme une meurtrière, offrait une vue déprimante sur le cimetière de l'orphelinat où s'alignaient des dizaines de croix de bois portant des dates rapprochées qui témoignaient d'une mortalité infantile anormalement élevée. Éléanore s'approcha de la fenêtre et compta machinalement les tombes visibles. 47 sépultures pour un établissement qui n'abritait, selon les documents officiels, qu'une 50aine d'enfants à tout moment. Cette arithmétique macabre suggérait un taux de mortalité qui dépassait de loin les statistiques nationales, même en tenant compte des conditions sanitaires difficiles de l'époque. Le dîner est servi à 6 heures précises dans le réfectoire du personnel, annonça Mère Constance depuis le seuil. Ne soyez pas en retard. Et surtout, ne vous aventurez jamais dans l'aile Est pendant la nuit. Cette section est interdite au personnel non autorisé pour des raisons de sécurité.
Cette interdiction mystérieuse, prononcée avec une emphase particulière, éveilla naturellement la curiosité d'Éléanore, qui se demandait ce que pouvait cacher cette aile interdite. Mais elle se contenta d'acquiescer poliment, ayant appris au cours de sa première heure dans l'établissement qu'il valait mieux ne pas questionner l'autorité de Mère Constance. Une fois seule, Éléanore s'effondra sur le lit qui grinça sinistrement sous son poids et laissa enfin libre cours aux larmes de désespoir qu'elle avait retenues depuis son arrivée. L'optimisme qui l'avait porté jusqu'ici s'effritait rapidement face à la réalité oppressante de Sainte Agnès. Elle pensa à sa famille confortable de Londres, à ses amis de l'école normale qui avaient trouvé des postes dans des établissements respectables, et se demanda quelle malédiction l'avait conduite dans cet enfer isolé. Mais sa nature résiliente reprit rapidement le dessus. Elle se redressa, essuya ses larmes et se dit qu'elle devait donner à cet endroit une chance équitable avant de le juger définitivement. Peut-être que Mère Constance, malgré ses méthodes archaïques, avait le bien-être des enfants à cœur. Peut-être que la discipline stricte était nécessaire pour gérer des orphelins traumatisés. Ces rationalisations rassurantes, produit de son besoin désespéré de trouver du sens dans cette situation cauchemardesque, l'aidèrent à retrouver un semblant de calme. Le réfectoire du personnel où elle se rendit à 6h moins 5, terrifiée à l'idée d'être en retard, était une salle lugubre éclairée par des lampes à gaz qui créaient des ombres dansantes sur les murs lépreux. 3 autres membres du personnel étaient déjà assis à une longue table de bois grossier. Monsieur Grimshaw, le surveillant général, homme massif au visage brutal, qui évoquait davantage un gardien de prison qu'un éducateur. Sœur Margaret, une religieuse d'âge moyen, au regard éteint, qui semblait avoir depuis longtemps renoncé à tout espoir ou à toute joie. Et Miss Caroline Webb, une jeune femme d'environ 25 ans, dont les yeux cernés et les mains tremblantes témoignaient d'un état de stress chronique. Éléanore prit place à côté de Miss Webb, espérant trouver en elle une alliée potentielle dans ce monde hostile. Le repas servi était une bouillie grisâtre accompagnée de pain rassis et d'eau tiède, à peine plus appétissant que la nourriture destinée aux orphelins. Chacun mangeait en silence, les yeux baissés, comme si la conversation elle-même était interdite. Éléanore tenta d'engager une discussion avec Miss Webb, mais celle-ci se contenta de secouer imperceptiblement la tête en jetant des regards nerveux vers M. Grimshaw, qui surveillait la table comme un rapace guette ses proies. Cette atmosphère de terreur, qui transformait même les adultes en créatures dociles et silencieuses, révélait l'efficacité du système de contrôle mis en place par Mère Constance. Après ce dîner sinistre, Éléanore regagna sa chambre avec l'intention de se coucher tôt pour échapper temporairement à l'oppression ambiante. Mais, alors qu'elle s'apprêtait à éteindre sa chandelle, elle entendit un bruit étrange provenant du couloir. Un grattement léger mais persistant contre sa porte, accompagné d'une respiration sifflante qui évoquait un animal blessé. Son cœur bondit dans sa poitrine, tandis qu'elle fixait la porte avec une appréhension croissante. « Qui est là ?» appela-t-elle d'une voix qu'elle tentait de garder ferme. Aucune réponse ne vint, mais le grattement continua, plus insistant maintenant, comme si quelque chose ou quelqu'un cherchait désespérément à entrer. Éléanore rassembla son courage et ouvrit brusquement la porte, révélant une petite silhouette recroquevillée sur le sol du couloir. C'était un garçon d'environ 8 ans, maigre comme un squelette, vêtu d'une chemise de nuit déchirée qui révélait des côtes saillantes et des ecchymoses violacées couvrant son torse et ses bras. Son visage émacié aux yeux immenses brillait d'une terreur pure qui serra le cœur d'Éléanore. Avant qu'elle puisse parler, l'enfant se jeta à ses pieds et agrippa sa jupe avec des mains décharnées. « S'il vous plaît, mademoiselle, » chuchota-t-il d'une voix brisée par les sanglots. « Ne les laissez pas m'emmener dans la cave, pas encore, pas ce soir. » Ces paroles énigmatiques mais terrifiantes furent brutalement interrompues par l'apparition de M. Grimshaw, qui émergea de l'obscurité du couloir comme une apparition démoniaque. « Numéro 23, tu as encore désobéi aux règles » gronda-t-il en saisissant l'enfant par le col comme un vulgaire sac.
Tu sais ce qui arrive aux désobéissants. » L'enfant hurla de terreur, se débattant pathétiquement contre la poigne de fer du surveillant. Eleanor, choquée par la brutalité de la scène, intervint instinctivement. « Monsieur Grimshaw, cet enfant est visiblement terrifié. Peut-être pourrions-nous résoudre cette situation avec plus de douceur. » Sa protestation fut accueillie par un regard si chargé de mépris et de menaces qu'elle recula involontairement. « Mademoiselle Ashford, vous êtes nouvelle ici et vous ne comprenez pas encore nos méthodes. Numéro 23 est un cas particulièrement difficile qui nécessite des mesures correctives spéciales. Je vous suggère de retourner dans votre chambre et d'oublier ce que vous avez vu si vous tenez à conserver votre position. » Eleanor passa cette première nuit dans un état de veille anxieuse, hantée par les cris du petit garçon que Grimshaw avait traîné vers cette mystérieuse cave mentionnée avec tant de terreur. Les hurlements avaient résonné pendant des heures avant de s'éteindre progressivement en gémissements épuisés, puis en un silence encore plus inquiétant. Elle se demandait ce que signifiait cette appellation déshumanisante de numéro 23, et pourquoi les enfants étaient ainsi dépouillés même de leur nom, réduits à de simples chiffres comme des prisonniers ou du bétail. Cette première confrontation avec la réalité de Sainte-Agnès avait pulvérisé ses illusions naïves et révélé l'existence d'un système de cruauté institutionnalisé qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Mais l'avertissement de Grimshaw avait également planté en elle la graine de la peur. Si elle s'opposait trop ouvertement à leur méthode, elle risquait non seulement son emploi, mais peut-être même sa sécurité personnelle dans cet endroit isolé où personne ne viendrait à son secours. L'aube se leva sur un paysage désolé où la brume matinale transformait l'orphelinat en navire fantôme dérivant sur un océan de grisaille. Eleanor fut réveillée à 5 heures par le tintement brutal d'une cloche qui résonnait dans tous les couloirs, signal impératif ordonnant au personnel de se préparer pour la journée. Elle s'habilla rapidement dans le froid mordant de sa chambre et descendit vers le réfectoire où un petit déjeuner tout aussi misérable que le dîner de la veille l'attendait. Miss Webb était déjà là, toujours silencieuse, mais elle glissa discrètement vers Eleanor un morceau de papier plié sur lequel était griffonné un message inquiétant. « Ne posez pas de questions. Ne vous attachez à aucun enfant. Surtout, ne descendez jamais à la cave. » Ce conseil anonyme confirmait que d'autres membres du personnel avaient conscience des horreurs perpétrées à Sainte-Agnès, mais avaient choisi la lâcheté du silence plutôt que le courage de la dénonciation. À 7 heures précises, Eleanor fut conduite vers sa salle de classe, une pièce sinistre aux murs nus et aux fenêtres grillagées qui évoquait davantage une cellule de prison qu'un lieu d'apprentissage. 25 enfants de 6 à 12 ans environ y étaient déjà assis sur des bancs de bois inconfortables, alignés en rangées parfaites dans un silence absolu qui n'avait rien de naturel. Leurs visages uniformément expressifs, leurs regards éteints et leurs postures rigides témoignaient d'un conditionnement psychologique profond qui avait transformé ces êtres naturellement vivants et curieux en automates dociles. Eleanor remarqua immédiatement les signes visibles de malnutrition et de mauvais traitement. Joues creuses, membres squelettiques, ecchymoses mal dissimulées, et surtout cette aura de désespoir résigné qui émanait du groupe comme un miasme toxique. « Bonjour les enfants » dit-elle d'une voix qu'elle voulait chaleureuse et encourageante. Aucune réponse ne lui parvint. Les enfants continuaient de la fixer avec ses yeux morts qui semblaient avoir oublié jusqu'à la possibilité de l'espoir. « Je m'appelle Mademoiselle Ashford et je serai votre nouvelle institutrice. J'aimerais beaucoup apprendre à vous connaître individuellement. Pourquoi ne commenceriez-vous pas par me dire vos noms ?» Sa question fut accueillie par un silence encore plus pesant, comme si elle venait de proposer quelque chose d'interdit et de dangereux. Puis, une petite fille au premier rang leva timidement la main, geste qui sembla lui coûter un effort surhumain. « Mademoiselle, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible, « nous n'avons pas le droit d'avoir des noms. » Mère Constance dit que les noms sont des marques d'orgueil individuelles qui nous séparent de Dieu. Je suis numéro 7.
Cette révélation glaça Eleanor jusqu'aux os. La déshumanisation systématique qu'impliquait cette suppression des noms dépassait tout ce qu'elle avait étudié sur les institutions répressives. Priver des enfants de leur identité nominale constituait une forme de violence psychologique qui niait leur existence, même en tant qu'individus distincts. « Eh bien, numéro 7, répondit-elle, en choisissant prudemment ses mots pour ne pas mettre l'enfant en danger, « j'aimerais quand même savoir quelque chose sur toi. Qu'aimes-tu faire quand tu as du temps libre ?» La question sembla dérouter complètement la petite fille qui échangea des regards nerveux avec ses camarades, comme si le concept même de temps libre ou de aimer faire quelque chose était totalement étranger à son expérience. « Nous n'avons pas de temps libre, mademoiselle, » finit-elle par répondre avec une logique terrible. « Quand nous ne sommes pas en classe, nous travaillons à la buanderie ou aux cuisines, ou alors nous sommes dans nos chambres à prier pour le pardon de nos péchés. » Eleanor passa cette première journée d'enseignement dans un état de choc croissant, alors qu'elle découvrait l'étendue du système de contrôle mis en place à Sainte-Agnès. Le programme pédagogique imposé ne contenait aucune littérature, aucune science, aucune créativité. Les enfants passaient leur journée à copier mécaniquement des passages bibliques sélectionnés pour leur contenu terrifiant sur la damnation éternelle et la colère divine. Les mathématiques enseignées se limitaient aux calculs nécessaires pour les travaux manuels auxquels les orphelins seraient assignés une fois sortis de l'établissement. Toute question allant au-delà du programme strictement défini était immédiatement sanctionnée. Eleanor constata avec horreur qu'un garçon d'environ 10 ans qui avait osé demander pourquoi le ciel était bleu fut frappé violemment par Grimshaw, qui surveillait le couloir et avait entendu cette curiosité interdite à travers la porte entr'ouverte. Pendant la pause du déjeuner, alors que les enfants mangeaient leur bouillie insipide dans un réfectoire séparé, Eleanor tenta d'approcher Miss Webb pour obtenir des explications sur le fonctionnement réel de l'institution. Mais la jeune femme, terrifiée à l'idée d'être surprise en conversation avec la nouvelle venue, se contenta de murmurer rapidement « Faites exactement ce qu'on vous dit, ne montrez aucune compassion envers les enfants. Mère Constance surveille tout et récompense la cruauté. Ma prédécesseur a disparu parce qu'elle voulait dénoncer ce qui se passe ici. On a dit qu'elle était partie volontairement, mais son manteau et ses affaires sont toujours dans sa chambre. » Ces paroles chuchotées révélaient une vérité encore plus terrifiante. Sainte-Agnès n'était pas seulement un orphelinat brutal, mais une prison dont personne ne pouvait s'échapper impunément, ni les enfants, ni même le personnel. L'après-midi apporta une nouvelle révélation horrifiante. Eleanor remarqua qu'un garçon d'environ 9 ans qu'elle avait vu le matin parmi ses élèves était absent après le déjeuner. Lorsqu'elle demanda discrètement à numéro 7 où se trouvait numéro 18, l'enfant pâlit visiblement et détourna les yeux. « Il a été envoyé à la cave pour correction prolongée », finit-elle par chuchoter. « Parfois, ils reviennent après quelques jours, parfois non. » Cette phrase, prononcée avec un fatalisme terrible, révélait que la disparition d'enfants était un phénomène régulier et accepté dans l'institution. Eleanor comprit avec une horreur croissante que le nombre élevé de tombes dans le cimetière ne résultait pas simplement de conditions sanitaires difficiles, mais d'un système d'élimination des enfants considérés comme trop rebelles ou trop malades pour être rentables. La nuit tomba à nouveau sur Sainte-Agnès avec la rapidité inquiétante des journées d'hiver. Eleanor, épuisée mentalement par ces découvertes accablantes, regagna sa chambre avec l'intention de rédiger une lettre aux autorités municipales dénonçant les pratiques criminelles de l'orphelinat. Mais alors qu'elle s'installait à sa table et trempait sa plume dans l'encrier, elle entendit un bruit de pas dans le couloir qui s'arrêtèrent devant sa porte. Un papier fut glissé sous celle-ci, puis les pas s'éloignèrent rapidement. Eleanor ramassa le message et reconnut l'écriture tremblante de Miss Webb. Les mots griffonnés à la hâte confirmèrent ses pires craintes. Ils lisent tout le courrier sortant. Une institutrice a essayé d'alerter la police l'année dernière. On l'a retrouvée noyée dans la tourbière. Accident, ont-ils dit. Ne faites confiance à personne, surtout pas à sœur Margaret.
Elle rapporte tout à Mère Constance. Si vous voulez survivre, devenez invisible. Éléonore relut le message 3 fois avant de le brûler dans la flamme de sa chandelle, regardant les mots se tordre et noircir comme pour symboliser l'anéantissement de ses derniers espoirs de justice rapide. Elle comprenait maintenant qu'elle était prisonnière d'un système parfaitement organisé où Mère Constance avait établi un réseau de surveillance et de complicité qui s'étendait probablement jusqu'aux autorités locales. L'isolement géographique de l'orphelinat prenait tout son sens. Cet endroit avait été délibérément construit loin de tout regard extérieur pour permettre des pratiques que la société civilisée ne tolérerait jamais. Cette nuit-là, incapable de dormir, Éléonore se posta près de sa fenêtre et observa la cour intérieure plongée dans l'obscurité. Vers minuit, elle aperçut des silhouettes portant des lanternes qui traversaient l'espace découvert en direction du bâtiment qu'elle avait identifié comme abritant la cave mystérieuse. Elle reconnut Grimshaw et 2 autres hommes qu'elle n'avait pas encore rencontrés, traînant entre eux un petit corps qui ne se débattait plus. Cette scène cauchemardesque, éclairée par la lueur vacillante des lanternes qui créaient des ombres démesurées sur les murs, évoquait des gravures médiévales représentant des démons emportant les damnés vers l'enfer. Éléonore plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. L'enfant qu'il transportait était-il mort ou simplement inconscient? Et que faisait-il dans cette cave qui inspirait une terreur si viscérale à tous les orphelins? Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine cauchemardesque où Éléonore tentait désespérément de maintenir un semblant d'humanité dans son enseignement tout en évitant d'attirer l'attention de Mère Constance. Elle avait appris à décrypter le langage codé que les enfants utilisaient entre eux pour communiquer sans être compris des surveillants. La cave désignait le lieu de punitions extrêmes d'où certains enfants ne revenaient jamais. Les visites nocturnes faisaient référence aux abus sexuels perpétrés par certains membres du personnel, sujet que les enfants évoquaient avec une résignation terrifiante qui révélait la normalisation de l'horreur. Le sommeil long était l'euphémisme utilisé pour parler de la mort, accepté comme une délivrance plutôt que comme une tragédie. Cette terminologie inventée par les victimes pour survivre psychologiquement à leur calvaire témoignait d'une résilience tragique qui brisait le cœur d'Éléonore. Au fil des semaines, Éléonore commença à établir une cartographie mentale des différentes formes d'abus pratiquées à Sainte-Agnès. Il y avait d'abord la malnutrition systématique. Les enfants recevaient à peine assez de nourriture pour survivre, leur portion étant encore réduite en guise de punition pour la moindre infraction au règlement draconien. Les plus jeunes et les plus faibles mouraient régulièrement de maladies opportunistes que leurs organismes affaiblis ne pouvaient combattre. Ensuite venaient les punitions corporelles qui dépassaient largement la correction raisonnable tolérée par les lois de l'époque. Coups de cravache qui laissaient des cicatrices permanentes, enfermement prolongé dans des placards obscurs, exposition au froid hivernal en chemise de nuit. Mais le plus terrible était ce qu'elle commençait à soupçonner concernant la cave et les disparitions inexpliquées d'enfants considérés comme problématiques. Un matin de décembre particulièrement glacial, Éléonore fut convoquée dans le bureau de Mère Constance. La directrice était assise dans son fauteuil comme un juge sur son tribunal, le visage encore plus émacié qu'à l'ordinaire, les yeux brillants d'une lueur fanatique qui présageait des révélations inquiétantes. « Mademoiselle Ashford, votre travail ces dernières semaines a été acceptable », commença-t-elle en feuilletant des notes. « Cependant, certains membres du personnel ont rapporté que vous montrez une tendresse inappropriée envers les enfants. Vous devez comprendre que ces créatures ne méritent aucune affection. Elles sont le fruit du péché et de la dégénérescence morale. Notre mission consiste à briser leur volonté corrompue, pas à la renforcer par des démonstrations sentimentales déplacées. » Cette accusation révélait qu'Éléonore était effectivement surveillée constamment et que le moindre geste de compassion était interprété comme une transgression dangereuse. « Je comprends vos préoccupations, Mère Constance, » répondit Éléonore en choisissant soigneusement ses mots. « Mais je pensais que montrer un minimum d'humanité pourrait rendre les enfants plus réceptifs à l'enseignement.
La directrice la fixa avec une intensité qui semblait vouloir pénétrer son crâne pour lire ses pensées véritables. L'humanité, mademoiselle Ashford, est une notion surestimée. Ces enfants doivent apprendre que le monde est cruel et que seule l'obéissance absolue leur permettra de survivre dans les positions subalternes qui leur sont destinées. Toute gentillesse de notre part serait un mensonge qui les préparerait mal à leur future existence de serviteurs et d'ouvriers. Cette philosophie brutalement darwiniste révélait que la cruauté de Sainte Agnès n'était pas accidentelle, mais délibérée, conçue pour produire une main-d'œuvre docile et brisée. Mère Constance se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant le cimetière qui s'étendait sous ses yeux. « Savez-vous combien d'enfants sont passés par Sainte Agnès depuis que j'en ai pris la direction il y a 27 ans ?» demanda-t-elle d'une voix rêveuse. 347. Savez-vous combien ont survécu jusqu'à l'âge adulte et ont quitté l'établissement? Éléanore secoua la tête, redoutant la réponse. 82. Les autres? Eh bien, la nature fait son œuvre de sélection. Les faibles périssent, les forts survivent. C'est l'ordre voulu par Dieu. Cette statistique horrifiante révélait un taux de mortalité de plus de 75%, chiffre qui dépassait même celui des pires workhouses victoriennes et suggérait non pas de la négligence, mais une politique délibérée d'élimination. Éléonore quitta ce bureau dans un état de stupeur qui confinait à la dissociation. 347 enfants, dont 265 étaient morts sous la garde de cette institution prétendument charitable. Ces chiffres résonnaient dans son esprit comme une litanie macabre. Elle comprenait maintenant que Sainte Agnès n'était pas simplement un orphelinat dysfonctionnel, mais une machine d'extermination opérant sous couvert de charité chrétienne. Mais comment une telle horreur pouvait-elle exister en plein XXe siècle dans un pays qui se vantait de sa civilisation et de ses progrès sociaux? La réponse résidait dans l'invisibilité sociale des victimes, des orphelins sans famille, sans identité même, puisqu'on leur avait retiré leur nom, dont personne ne réclamait jamais des nouvelles et dont les morts ne soulevaient aucune question embarrassante. Ce soir-là, portée par un mélange de rage morale et de désespoir, Éléonore prit une décision qui allait changer le cours des événements. Elle devait découvrir ce qui se passait réellement dans cette cave interdite, documenter les preuves des crimes perpétrés et trouver un moyen de les faire parvenir aux autorités extérieures, malgré la surveillance. Cette résolution transformait l'institutrice idéaliste en enquêtrice clandestine, rôle pour lequel rien ne l'avait préparée, mais que sa conscience lui imposait d'assumer. Elle attendit que la nuit soit bien avancée, guettant par la fenêtre le moment où les lanternes de surveillance finiraient leur ronde. Vers 2 heures du matin, quand le silence était devenu absolu, elle se glissa hors de sa chambre, portant uniquement une chandelle protégée dans une lanterne sourde qui lui permettrait de naviguer dans l'obscurité sans être repérée de loin. Les couloirs nocturnes de Sainte-Agnès prenaient une dimension encore plus sinistre dans le noir complet, peuplé de craquements inexpliqués et de murmures qui semblaient provenir des murs eux-mêmes. Éléonore progressait avec une lenteur exaspérante, testant chaque planche du parquet avant d'y poser son poids, pour éviter les grincements traîtres. Elle croisa plusieurs portes d'où s'échappaient des pleurs étouffés d'enfants, incapables de trouver le sommeil. Mais elle ne pouvait s'arrêter pour les réconforter sans compromettre sa mission. L'aile est interdite se révéla être séparée du reste du bâtiment par une porte massive fermée à clé. Mais Éléonore avait eu la présence d'esprit de subtiliser le trousseau de secours accroché dans le bureau de Grimshaw lors d'une visite diurne. Ses mains tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois avant de trouver la bonne clé, chaque seconde d'attente augmentant le risque d'être découverte. La porte s'ouvrit enfin avec un grincement prolongé qui lui sembla résonner dans tout l'édifice. Éléonore se figea, retenant sa respiration, attendant que des pas précipités viennent enquêter sur ce bruit suspect. Mais seul le silence lui répondit, silence encore plus pesant que les bruits habituels. Elle pénétra dans l'aile interdite et referma soigneusement la porte derrière elle, se retrouvant dans un couloir qui différait radicalement du reste de l'orphelinat.
Les murs ici n'étaient pas simplement négligés, mais délibérément laissés dans un état de décrépitude totale, le plâtre s'effritant par plaques entières pour révéler la pierre brute en dessous. L'odeur qui régnait dans cet espace confiné était insoutenable. Mélange d'excréments, de pourriture et de quelque chose d'indéfinissable qui évoquait vaguement les vapeurs d'un laboratoire d'anatomie. Éléanore progressait le long du couloir, découvrant des portes munies de petites grilles par lesquelles elle pouvait apercevoir l'intérieur des cellules, car c'était bien de cellules qu'il s'agissait, pas de chambres. Des espaces minuscules sans fenêtres où des enfants étaient enfermés dans des conditions qui auraient scandalisé même les gestionnaires des prisons les plus dures. Dans la première cellule, elle aperçut un garçon d'environ 12 ans enchaîné au mur, son corps couvert de plaies suppurantes qui témoignaient de coups répétés. Il gisait inconscient ou peut-être mort, impossible de le déterminer dans la faible lumière. La deuxième cellule abritait une petite fille qui se balançait compulsivement en murmurant une comptine déformée, ayant manifestement basculé dans la folie suite au traumatisme subi. La troisième était vide, mais les traces de sang séchées sur les murs et le sol racontaient une histoire que l'esprit d'Éléanore refusait d'imaginer complètement. Au bout du couloir, un escalier descendait vers les profondeurs de l'édifice, vers cette cave qui hantait les cauchemars de tous les orphelins. Éléanore hésita longuement devant ces marches qui s'enfonçaient dans une obscurité absolue, consciente qu'elle franchissait un point de non-retour. Mais la nécessité de connaître la vérité l'emporta sur sa terreur viscérale. Elle commença la descente, comptant machinalement les marches pour se donner une contenance. 12, 13, 14 marches usées par le passage de générations de pieds traînants. L'escalier débouchait sur un espace souterrain dont les dimensions étaient difficiles à évaluer dans la pénombre. Sa lanterne révélait progressivement les contours d'une pièce aux proportions cathédrales, aux voûtes de pierre qui renvoyaient l'écho du moindre bruit avec une résonance lugubre. Ce que découvrit Éléanore dans cette cave dépassait ses pires cauchemars et révélait une dimension d'horreur qu'elle n'avait même pas soupçonnée. La pièce avait été transformée en une sorte de laboratoire d'expérimentation où se mêlaient prétentions scientifiques délirantes et sadisme pur. Des tables de dissection s'alignaient le long du mur, certaines encore occupées par de petits corps dans différents états de décomposition. Des bocaux contenant des organes prélevés sur des enfants étaient soigneusement étiquetés et rangés sur des étagères, créant une collection macabre qui témoignait de décennies d'expérimentation. Des instruments chirurgicaux, certains encore souillés de sang séché, reposaient sur des plateaux comme dans un théâtre anatomique. Mais le plus terrifiant était le registre posé sur un pupitre, document méticuleusement tenu qui consignait des observations scientifiques sur les effets de différentes formes de privation, de torture et d'expérimentation médicale sur les orphelins. Éléanore ouvrit ce registre avec des mains tremblantes et lut des passages qui la firent vaciller. Sujet 127, féminin, âge estimé 7 ans. Test de résistance au jeûne prolongé. Jour 8. Sujet montre signe avancé de malnutrition. Jour 12. Hallucination et délire. Jour 14. Décès. Conclusion. Les sujets féminins en bas âge succombent plus rapidement que les masculins. Ou encore, sujet 89. Masculin, âge 10 ans. Application de substances caustiques sur membres inférieurs pour observer processus de cicatrisation. Sujet est mort d'infection généralisée après 6 jours, échantillon de tissu préservé pour étude ultérieure. Page après page, le registre documentait des années d'atrocités perpétrées au nom d'une pseudoscience délirante, transformant des enfants en cobayes d'expérimentation qui n'avaient aucune justification médicale légitime. Le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'étage supérieur fit bondir le cœur d'Éléanore dans sa poitrine. Des voix masculines résonnaient maintenant dans l'aile interdite, se rapprochant inexorablement de l'escalier. Elle éteignit rapidement sa lanterne et se dissimula derrière une pile de caisses en bois, priant pour que l'obscurité la cache des intrus. 2 silhouettes descendirent l'escalier,
portant des lanternes qui éclairaient leurs visages. Grimshaw et un homme qu'Eleanor n'avait jamais vu, un personnage bedonnant vêtu d'un costume qui semblait incongru dans ce lieu d'horreur. « Le prochain lot arrive la semaine prochaine », disait l'inconnu avec un accent qui trahissait une éducation bourgeoise. 12 orphelins de Liverpool, dont personne ne réclamera jamais des nouvelles. Parfait pour vos expérimentations continues. Le prix convenu est de 5 livres par sujet, comme d'habitude. Cette conversation révélait une dimension supplémentaire de l'horreur. Sainte-Agnès n'était pas seulement un orphelinat brutal, mais un point de distribution d'enfants destiné à des expérimentations médicales clandestines, commerce criminel qui impliquait un réseau de complicité s'étendant bien au-delà de l'établissement. Eleanor comprit que Mère Constance et ses complices avaient transformé leur institution caritative en entreprise lucrative, alimentant un marché noir d'êtres humains. Les enfants les plus robustes étaient sans doute vendus comme main-d'œuvre servile, les plus faibles servant de sujet d'expérimentation avant d'être éliminés et enterrés dans le cimetière sous des croix anonymes. Cette découverte transformait un scandale local en conspiration criminelle d'envergure nationale. « Et qu'en est-il de la nouvelle institutrice ?» demanda l'inconnu, en examinant les bocaux avec un intérêt clinique répugnant. Mère Constance craint qu'elle ne pose trop de questions. Grimshaw eut un rire guttural, dénué de tout humour. « Oh, nous savons comment gérer les curieuses. Vous vous souvenez de Miss Hartley, un tragique accident de noyade dans la tourbière. Cette Ashford subira le même sort si elle devient problématique. En attendant, elle est utile pour maintenir les apparences de normalité vis-à-vis des inspections de routine. » Eleanor sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle avait la confirmation que sa vie ne valait rien aux yeux de ces monstres et qu'elle pouvait disparaître à tout moment sans que personne ne pose de questions embarrassantes. Les 2 hommes restèrent dans la cave, pendant ce qui sembla une éternité à Eleanor, recroquevillée dans sa cachette, discutant de détails logistiques concernant le prochain approvisionnement d'enfants et les résultats d'expérimentations récentes. Chaque mot prononcé avec cette indifférence bureaucratique transformant des vies humaines en marchandises et en données scientifiques renforçait la détermination d'Eleanor à exposer ses crimes, quels qu'en soient les risques personnels. Lorsqu'ils finirent par remonter l'escalier, elle attendit encore 1 heure complète avant d'oser bouger, terrifiée à l'idée qu'ils reviennent ou qu'un surveillant soit posté en haut des marches. Le froid humide de la cave s'infiltrait dans ses os, mais elle ne ressentait plus les inconforts physiques, tant son esprit était occupé à élaborer frénétiquement un plan d'action. Finalement, dans le silence qui semblait être redevenu sûr, Eleanor émergea de sa cachette et remonta l'escalier avec des précautions infinies. L'aile interdite était déserte. Elle traversa le couloir en s'efforçant de ne pas regarder les cellules, où souffraient les enfants punis, sachant qu'elle ne pouvait rien pour eux dans l'immédiat sans se trahir elle-même. Son retour vers sa chambre fut un cauchemar de tension nerveuse, où chaque craquement lui semblait être le prélude à sa découverte. Mais la chance, ou peut-être la providence, lui sourit. Elle regagna son lit sans avoir été repérée, juste avant que ne retentisse la cloche, annonçant le lever à 5 heures. Cette nuit d'exploration avait transformé Eleanor. La jeune femme idéaliste qui était arrivée à Sainte-Agnès quelques semaines plus tôt avait été remplacée par une combattante déterminée qui comprenait maintenant l'ampleur du système criminel qu'elle devait détruire. Mais comment une institutrice isolée pouvait-elle s'opposer à une organisation qui bénéficiait visiblement de protection et de complicité, s'étendant jusqu'aux instances médicales et peut-être même judiciaires? La correspondance était surveillée. Une tentative de fuite serait immédiatement remarquée et probablement sanctionnée par l'assassinat. Elle devait trouver un moyen de faire sortir l'information sans éveiller les soupçons, tout en protégeant les enfants qui seraient inévitablement les premières victimes de toute répression. La solution lui vint d'une source inattendue. Quelques jours après son exploration nocturne, alors qu'elle surveillait la récréation des enfants dans la cour intérieure,
elle fut approchée par numéro 7, la petite fille qui avait été la première à lui parler lors de son arrivée. L'enfant glissa rapidement quelque chose dans la poche d'Eleanor avant de s'éloigner comme si de rien n'était, esquivant la vigilance de Grimshaw qui patrouillait le périmètre. Une fois de retour dans sa chambre, Eleanor examina l'objet, un petit carnet fait de feuilles arrachées et cousues ensemble, rempli d'une écriture enfantine maladroite. C'était un journal tenu clandestinement par numéro 7, documentant 3 années d'horreur vécues et observées à Sainte-Agnès. Des témoignages de première main sur les punitions, les expérimentations, les morts suspectes, les visiteurs nocturnes qui abusaient des plus jeunes. Ce document était une bombe qui pouvait faire exploser toute la conspiration, à condition qu'il parvienne entre de bonnes mains. Mais Eleanor réalisait aussi que numéro 7 avait pris un risque énorme en le confiant, risque qui se transformerait en arrêt de mort si Mère Constance découvrait l'existence de ce journal. Elle devait agir rapidement. Cette nuit-là, Eleanor rédigea une lettre détaillée adressée à Sir Edmund Whitmore, membre réformiste du Parlement qu'elle avait rencontré brièvement lors de ses études, et qui était connu pour ses campagnes contre les abus institutionnels. Elle y joignit des passages copiés du journal de numéro 7, ainsi que ses propres observations cliniques. Le défi consistait maintenant à faire sortir ce courrier sans qu'il soit intercepté par le système de surveillance de Mère Constance. La Providence intervint sous la forme d'un livreur, qui apportait chaque semaine les maigres provisions alimentaires destinées à l'orphelinat. Eleanor avait remarqué que cet homme, un dénommé Thomas Grady, semblait mal à l'aise dans l'enceinte de Sainte-Agnès, pressant constamment ses livraisons pour repartir au plus vite. Elle profita d'un moment où il déchargeait des sacs de farine près des cuisines pour l'aborder discrètement. « Monsieur Grady, j'ai besoin de votre aide pour une question d'une importance vitale », chuchota-t-elle, en vérifiant qu'aucun surveillant n'était à portée d'écoute. L'homme la regarda avec méfiance, habitué probablement aux demandes suspectes dans cet endroit maudit. « Je ne veux pas d'ennui, mademoiselle. Je fais mon travail et je repars, c'est tout. Il s'agit de sauver la vie d'enfants innocents », insista Eleanor en sortant sa lettre cachetée. « Je vous supplie de poster ceci à la ville la plus proche, pas à Moorfield. C'est une dénonciation de crime qui se perpétue ici depuis des années. Si vous avez la moindre décence, vous m'aiderez. » Thomas Grady fixa longuement l'enveloppe, puis le visage suppliant d'Eleanor. Quelque chose dans son expression dut le convaincre, car il saisit rapidement la lettre et la dissimula sous sa veste. « Mon frère cadet a été envoyé dans un orphelinat comme celui-ci il y a 15 ans. » murmura-t-il d'une voix étranglée par l'émotion. « On ne l'a jamais revu. Si ce que vous dénoncez peut empêcher d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu, alors oui, je posterai votre lettre. » Il repartit quelques minutes plus tard, emportant avec lui le seul espoir de justice et de salut pour les victimes de Sainte-Agnès. Les semaines suivantes furent un exercice d'équilibrisme psychologique éprouvant pour Eleanor. Elle devait continuer à jouer son rôle d'institutrice docile, tout en sachant que sa lettre voyageait quelque part vers Londres, portant des accusations qui, si elles étaient prises au sérieux, déclencheraient une enquête. Mais combien de temps faudrait-il avant qu'une réponse arrive? Et que se passerait-il si Sir Edmund ignorait sa missive, ou pire encore, si celle-ci était interceptée par des complices du réseau criminel? Ces interrogations la rongeaient constamment, aggravée par la culpabilité de ne pouvoir soulager immédiatement les souffrances des enfants qu'elle côtoyait quotidiennement. Numéro 7 évitait désormais tout contact avec Eleanor, ayant probablement compris que leur complicité les mettait toutes deux en danger. Mais parfois, leurs regards se croisaient, et dans les yeux de cette petite fille qui avait vécu tant d'horreurs, Eleanor lisait un mélange de terreur et d'espoir qui renforçait sa détermination. D'autres enfants commençaient aussi à percevoir qu'Eleanor était différente des autres adultes de l'institution. Des petits gestes de défiance apparaissaient, minuscules actes de rébellion qui témoignaient d'une étincelle de vie pas encore complètement éteinte.
Un sourire furtif échangé malgré l'interdiction, une question posée par curiosité authentique plutôt que par obligation, un dessin griffonné dans la marge d'un cahier montrant un monde imaginaire plus beau que la réalité. Ces manifestations d'humanité survivant dans l'enfer de Sainte-Agnès étaient à la fois touchantes et déchirantes. Mais la situation se détériora brutalement à la mi-janvier. Mère Constance convoqua Éléanore dans son bureau avec une urgence inhabituelle. Lorsqu'elle entra, elle découvrit la directrice debout près de la fenêtre, une lettre à la main. Son visage d'ordinaire impassible tordu par une rage froide qui glaça instantanément Éléanore. « Mademoiselle Ashford », commença-t-elle d'une voix dangereusement calme, « avez-vous récemment tenté de correspondre avec des personnes extérieures à cette institution ?» La question était formulée comme une simple enquête de routine, mais Éléanore perçut immédiatement le piège. Si elle niait et que Mère Constance possédait des preuves, elle serait convaincue de mensonges. Si elle avouait, elle confirmait sa trahison. « J'ai écrit à ma famille pour les tenir informés de mon installation, comme le permet le règlement, » répondit-elle prudemment. Mère Constance se retourna brusquement, brandissant la lettre qu'elle tenait. « Ce n'est pas à cela que je fais référence. Nous avons intercepté une correspondance adressée à Sir Edmund Whitmore contenant des calomnies révoltantes sur notre établissement. L'enveloppe n'était pas cachetée avec votre sceau personnel, mais l'écriture ressemble troublement à la vôtre. » Le cœur d'Éléanore s'emballa. Comment avait-il pu intercepter la lettre? Thomas Grady l'avait-il trahi, ou le réseau de surveillance s'étendait-il vraiment jusqu'aux services postaux? « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, » mentit-elle avec toute la conviction dont elle était capable. « Pourquoi aurais-je écrit à quelqu'un que je connais à peine ?» Mère Constance s'approcha lentement, ses yeux métalliques vrillant ceux d'Éléanore comme pour percer son crâne. « En effet, pourquoi ? À moins que vous n'ayez développé des idées déloyales concernant nos méthodes pédagogiques, à moins que vous ne soyez devenu une menace pour le bon fonctionnement de cette institution. » Le danger était maintenant palpable, presque physiquement présent dans la pièce. Éléanore comprit qu'elle se trouvait à un tournant critique. Soit elle parvenait à dissiper les soupçons et gagnait du temps, soit elle était immédiatement neutralisée, comme l'avaient été ses prédécesseurs. La tension dans le bureau était devenue insoutenable. Éléanore savait que sa vie dépendait de sa capacité à paraître convaincante dans les minutes suivantes. « Mère Constance », dit-elle en adoptant un ton de sincérité blessée, « je comprends que vous deviez enquêter sur toute menace potentielle, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec cette lettre. Depuis mon arrivée, je me suis efforcé de comprendre et d'appliquer vos méthodes, aussi difficiles soient-elles pour quelqu'un de ma formation moderne. Si j'avais des doutes, je vous les aurais exprimés directement plutôt que de recourir à la déloyauté d'une dénonciation externe. » Ce mensonge éhonté, débité avec une conviction qui la révoltait elle-même, sembla introduire un léger doute dans l'esprit de Mère Constance. La directrice la scruta encore longtemps avant de retourner s'asseoir derrière son bureau. « Très bien, nous surveillerons cette affaire de près. En attendant, vous comprendrez que certaines mesures de sécurité supplémentaires doivent être mises en place. Vous ne quitterez désormais plus l'enceinte de l'orphelinat sous aucun prétexte. Votre correspondance, y compris familiale, devra m'être soumise pour approbation avant envoi. Et M. Grimshaw vérifiera régulièrement votre chambre pour s'assurer que vous ne détenez aucun document compromettant. » Ces restrictions transformaient effectivement Éléanore en prisonnière, confirmant que malgré ses dénégations, elle restait suspecte. Mais au moins, elle était encore en vie et en position de protéger les enfants si l'enquête promise se matérialisait un jour. Les jours suivants révélèrent néanmoins que la crise avait déclenché une paranoïa qui se répercuta violemment sur les enfants. Mère Constance, convaincue qu'une conspiration se tramait au sein de l'établissement, intensifia les mesures de surveillance et les punitions pour la moindre infraction. Les rations alimentaires, déjà misérables, furent encore réduites, les périodes de récréation supprimées. Les enfants surpris à chuchoter entre eux étaient immédiatement emmenés pour correction.
Cette atmosphère de terreur accrue transforma Sainte-Agnès en véritable camp de concentration où chaque respiration semblait surveillée, où chaque regard pouvait être interprété comme un acte de rébellion. Éléanore observait impuissante cette spirale de violence, rongée par la culpabilité de savoir que sa tentative de dénonciation avait précipité cette répression sans pour autant avoir encore produit de résultats concrets. C'est numéro 7 qui paya le prix le plus lourd de cette paranoïa collective. Un matin de février glacial, l'enfant fut traîné hors de la salle de classe par Grimshaw, qui prétendait avoir découvert dans ses maigres possessions personnelles des documents séditieux. Éléanore comprit immédiatement qu'ils avaient trouvé d'autres pages du journal clandestin que la petite fille avait continué à tenir, malgré les risques. Le regard que numéro 7 lui lança en étant emmené contenait non pas du reproche, mais une forme d'acceptation résignée, comme si elle avait toujours su que son courage finirait par la condamner. Éléanore tenta de protester, invoquant la jeunesse de l'enfant et la nécessité de clémence, mais ses paroles furent balayées d'un revers de main par Grimshaw, qui la menaça elle-même de représailles si elle persistait à interférer. Cette nuit-là, des cris déchirants montèrent de la cave interdite, des hurlements de souffrance pure qui durèrent des heures avant de s'éteindre en gémissements épuisés, puis en silence. Éléanore, recroquevillée dans son lit, les mains plaquées sur les oreilles, dans une tentative futile de bloquer ces sons insoutenables, pleurait de rage impuissante. Elle savait que numéro 7 subissait les tortures les plus atroces, en punition de son insubordination, et que ce martyre d'une enfant innocente était en partie sa responsabilité. Cette nuit marqua un point de rupture dans son psychisme. Quelque chose se brisa définitivement en elle, cette part d'innocence et d'optimisme qui l'avait caractérisée jusque-là, remplacée par une détermination froide et implacable de détruire Sainte-Agnès et ses bourreaux, quel qu'en soit le prix personnel. Le lendemain, numéro 7 ne réapparut pas en classe. Lorsqu'Éléanore demanda discrètement à sœur Margaret ce qu'il était advenu de l'enfant, la religieuse détourna les yeux en murmurant que la petite fille avait succombé à une pneumonie soudaine et avait été enterrée dans le cimetière. Ce mensonge transparent ne trompait personne. Les autres enfants comprirent immédiatement le message implicite. Toute rébellion serait punie de mort. L'atmosphère dans la salle de classe devint funéraire, les élèves encore plus silencieux et terrorisés qu'auparavant. Éléanore dut enseigner cette journée-là dans un état de dissociation traumatique, son esprit refusant d'accepter pleinement qu'elle venait d'assister, impuissante, à l'assassinat d'une enfant courageuse, dont le seul crime avait été de documenter les horreurs qu'elle subissait. Mais la mort de numéro 7, loin de briser la résistance d'Éléanore, la galvanisa. Elle comprit qu'attendre passivement l'arrivée hypothétique d'une enquête officielle condamnait d'autres enfants à mourir. Il fallait agir directement, prendre des risques encore plus grands, forcer le destin plutôt que de subir l'écoulement mortel du temps. Cette résolution désespérée la conduisit à envisager un plan audacieux et probablement suicidaire, provoquer un incendie dans l'aile administrative qui obligerait les autorités locales à intervenir, et découvrir les horreurs de la cave lors des opérations de secours. Un tel acte mettrait certes les enfants en danger immédiat, mais leur situation actuelle équivalait déjà à une condamnation à mort progressive. Au moins, un incendie créerait le chaos nécessaire pour briser l'omerta qui protégeait Sainte-Agnès depuis des décennies. Éléanore passa les jours suivants à préparer méticuleusement son plan. Elle accumula discrètement des matériaux inflammables. Chiffons imbibés d'huile de lampe, papier administratif inutile prélevé dans les poubelles, branches sèches ramassées lors des rares sorties surveillées dans la cour. Elle identifia le meilleur moment pour agir, le dimanche après-midi, quand la plupart du personnel se rassemblait pour le service religieux obligatoire dans la chapelle, laissant les dortoirs relativement peu surveillés. Son plan consistait à démarrer un feu dans le bureau de Mère Constance, riche en documents combustibles, puis à évacuer un maximum d'enfants vers les sorties pendant que l'attention serait focalisée sur l'incendie. C'était désespéré, improvisé et comportait 1000 façons de mal tourner, mais l'inaction n'était plus supportable. Le dimanche choisi arriva avec une lenteur insoutenable.
Éléonore assista au service religieux dans un état de tension nerveuse extrême, récitant machinalement les prières pendant que son esprit répétait frénétiquement chaque étape de son plan. Mère Constance prêchait depuis la chaire sur les châtiments divins réservés aux pécheurs rebelles, sermon qui prenait une ironie sinistre compte tenu de ce qu'Éléonore s'apprêtait à faire. Lorsque le service se termina enfin, elle s'esquiva discrètement en prétextant un malaise, regagna rapidement l'aile administrative déserte et pénétra dans le bureau directorial en utilisant les clés qu'elle avait fait dupliquer des semaines plus tôt en prévision de ce moment. Le bureau de Mère Constance contenait des décennies d'archives criminelles, registres de décès maquillés, correspondances avec les membres du réseau de trafic d'enfants, documents financiers révélant les profits tirés de ce commerce monstrueux. Éléonore disposa stratégiquement ses matériaux inflammables autour de la pièce, puis hésita une dernière fois avant de craquer l'allumette. Une fois le feu déclenché, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Elle serait identifiée comme l'incendiaire, probablement arrêtée, peut-être même condamnée pour mise en danger d'enfant. Mais l'image de numéro 7 traînée vers la cave, le souvenir de ses cris déchirants, la vision des dizaines de tombes dans le cimetière, tout cela balaya ses dernières hésitations. La flamme minuscule de l'allumette toucha le chiffon imbibé d'huile. Le feu se propagea avec une rapidité terrifiante, dévorant les papiers, léchant les rideaux poussiéreux, grimpant vers les poutres de bois sec du plafond. En quelques secondes, la pièce se transforma en brasier. Éléonore se précipita hors du bureau, ferma la porte derrière elle pour contenir temporairement le feu et courut vers les dortoirs des enfants en criant « Au feu! Évacuation immédiate !» Les orphelins, habitués à obéir instantanément aux ordres des adultes, se levèrent de leur lit et se rassemblèrent dans une confusion ordonnée. Éléonore les guida vers l'escalier principal, vérifiant frénétiquement qu'aucun n'était laissé derrière. Le chaos qu'elle avait espéré se matérialisa rapidement. La fumée se répandait maintenant dans tout l'étage administratif, déclenchant des cris d'alarme. Grimshaw et d'autres membres du personnel affluaient depuis la chapelle, essayant de comprendre l'origine du sinistre. Dans la confusion générale, Éléonore réussit à faire sortir environ 30 enfants dans la cour, loin du bâtiment en flammes. Mais elle réalisa avec horreur qu'il en manquait plusieurs. Ceux enfermés dans l'aile interdite, ceux détenus dans la cave, les plus jeunes terrifiés qui s'étaient probablement cachés sous leur lit. Elle ne pouvait les abandonner. Malgré la fumée qui envahissait maintenant les couloirs, malgré les cris ordonnant l'évacuation complète, elle se précipita à nouveau dans le bâtiment embrasé. L'intérieur de Sainte-Agnès était devenu un enfer littéral. Les flammes dévoraient les tapisseries séculaires, les portraits ancestraux se tordaient et noircissaient, le plafond commençait à s'effondrer par endroits dans des explosions d'étincelles. Éléonore progressait à tâtons, un mouchoir humide plaqué sur sa bouche. Cherchant désespérément les enfants manquants, elle en trouva 3 cachés sous un lit, dans un dortoir enfumé, les tira dehors malgré leurs protestations terrorisées, les poussa vers la sortie. Puis elle se dirigea vers l'aile interdite, sachant que les enfants punis y étaient probablement oubliés par le personnel plus soucieux de sauver les registres administratifs que les vies humaines. La porte de l'aile interdite était verrouillée. Éléonore perdit de précieuses secondes à chercher la bonne clé pendant que la fumée s'épaississait autour d'elle, lui brûlant les poumons à chaque respiration. Enfin, la porte céda. Le couloir au-delà était encore relativement épargné par les flammes, mais rempli d'une fumée dense. Elle ouvrit frénétiquement les cellules, une par une, libérant des enfants hagards qui n'avaient même pas réalisé que le bâtiment brûlait. Certains étaient trop faibles pour marcher, elle dut les porter ou les traîner. L'escalier menant à la cave représentait le défi ultime. Descendre là-dedans alors que le bâtiment s'effondrait équivalait probablement à un suicide. Mais Éléonore ne pouvait supporter l'idée de laisser quelqu'un brûler vivant dans ces profondeurs maudites. Elle dévala les marches en appelant à plein poumon, sa voix se perdant dans le rugissement des flammes au-dessus. La cave était plongée dans une obscurité presque totale, éclairée seulement par les lueurs rougeâtres qui filtraient depuis l'étage supérieur. Elle distingua une forme recroquevillée près d'une table de dissection.
un garçon d'environ 10 ans, attaché par une chaîne, trop terrorisé pour même crier. Eleanor chercha désespérément quelque chose pour briser la chaîne, finit par trouver un outil chirurgical qu'elle utilisa comme levier. Le métal céda enfin. Elle souleva l'enfant, étonnamment léger, et remonta l'escalier alors que des morceaux de plafond commençaient à s'effondrer derrière elle, bloquant progressivement la sortie. L'évasion finale de Sainte Agnès resta gravée dans la mémoire d'Eleanor comme une séquence cauchemardesque où chaque seconde semblait durer une éternité. Elle émergea du bâtiment en flammes, portant l'enfant rescapé, couverte de suie et de brûlures, ses poumons hurlant d'agonie à chaque respiration. Derrière elle, toute la structure s'effondrait progressivement dans un grondement apocalyptique, libérant vers le ciel des colonnes de fumée noire visibles à des kilomètres à la ronde. Les enfants évacués étaient rassemblés dans la cour, tremblants, plusieurs pleurant mais vivants. Eleanor compta frénétiquement, 42 enfants sauvés. Combien manquaient? Impossible de le savoir avec certitude, mais probablement une dizaine, ceux trop faibles pour être déplacés, ceux déjà morts dans la cave, ceux dont les emplacements d'enfermement restaient secrets même pour elle. Mère Constance apparut dans l'encadrement de ce qui avait été la porte principale, sa silhouette squelettique se découpant contre l'incendie comme une apparition démoniaque. Son visage, d'ordinaire impassible, était déformé par une rage folle. Elle pointa un doigt accusateur vers Eleanor. « Vous, c'est vous qui avez fait ça. Vous avez détruit l'œuvre de ma vie. » Sa voix stridente couvrait à peine le rugissement des flammes. Eleanor lui fit face, avec une détermination nouvelle, née des cendres de sa peur. « Votre œuvre était une abomination. J'ai simplement mis fin à des décennies de tortures et de meurtres. Les autorités sauront tout maintenant. » Cette confrontation fut interrompue par l'arrivée des villageois de Moorfield, qui avaient vu la fumée et accouraient avec leurs équipements rudimentaires de lutte contre l'incendie. Ce qui suivit fut un tourbillon d'événements qui prirent une tournure qu'Eleanor n'avait pas anticipée. L'effondrement complet du bâtiment révéla la cave et son contenu macabre aux yeux horrifiés des secouristes. Les bocaux remplis d'organes, les tables de dissection, les instruments de torture, le registre des expérimentations miraculeusement préservées dans un coffre métallique, tout cela constitua un dossier d'accusation irréfutable. Les témoignages des enfants rescapés, libérés de leur terreur par la destruction physique de leur prison, se déversèrent comme un torrent longtemps contenu. Le scandale dépassa rapidement les frontières locales. La lettre d'Eleanor à Sir Edmund Whitmore, qui n'avait jamais été interceptée mais simplement retardée par la bureaucratie parlementaire, arriva ironiquement le lendemain de l'incendie, déclenchant une enquête officielle qui confirma chaque détail des accusations. Mère Constance, Grimshaw et plusieurs complices furent arrêtés. Le réseau de trafic d'enfants fut démantelé, révélant des ramifications qui impliquaient des médecins respectables, des hommes d'affaires influents et même des magistrats. Scandale qui secoua l'establishment victorien jusqu'à ses fondations. Les procès qui s'ensuivirent captivèrent la nation pendant des mois, exposant des pratiques que le public bourgeois préférait ignorer. L'exploitation systématique des orphelins, les expérimentations médicales non éthiques, la complicité institutionnelle qui permettait à de telles horreurs de prospérer derrière des façades charitables. Mère Constance fut condamnée à la pendaison, sentence exécutée en mars 1924 devant une foule immense. Grimshaw et les autres complices reçurent diverses peines de prison à perpétuité. Quant à Eleanor, elle ne fut jamais formellement accusée d'incendie criminel. Les circonstances exceptionnelles, le fait qu'elle ait risqué sa vie pour sauver des enfants, et surtout le rôle crucial de sa dénonciation dans l'exposition du réseau criminel lui valurent une forme d'immunité tacite. Mais le prix psychologique fut considérable. Elle ne retrouva jamais complètement sa santé mentale après les traumatismes de Sainte Agnès. Les brûlures physiques guérirent avec le temps, laissant des cicatrices qu'elle portait comme des médailles de son combat.
Les blessures psychologiques restèrent béantes. Elle souffrit de cauchemars récurrents jusqu'à la fin de ses jours. Visions de numéro 7, traînée vers la cave. Cris d'enfants brûlés vivants dont elle n'avait pu trouver les cachettes. Visage cadavérique de mère Constance, prophétisant depuis la potence. Les 42 enfants sauvés furent dispersés dans des institutions réformées où, grâce au scandale de Sainte-Agnès, de nouvelles régulations protectrices furent mises en place. Éléonore resta en contact avec plusieurs d'entre eux au fil des années, témoins de leur reconstruction difficile. Certains parvinrent à mener des vies relativement normales, d'autres restèrent irrémédiablement brisés par leur traumatisme précoce. Le garçon qu'elle avait libéré en dernier de la cave devint plus tard médecin, consacrant sa carrière à la protection des enfants vulnérables, transformant son calvaire en vocation. Cette rédemption partielle apportait un maigre réconfort à Éléonore, qui passa le reste de sa vie à se demander si elle aurait pu agir plus tôt, sauver davantage de vies, épargner des souffrances innombrables. Elle ne retourna jamais enseigner. Comment aurait-elle pu se tenir devant des enfants innocents après ce qu'elle avait vu et vécu? À la place, elle consacra son existence à la réforme des institutions caritatives, témoignant inlassablement devant des commissions parlementaires, rédigeant des articles dans des journaux progressistes, s'assurant que l'histoire de Sainte-Agnès ne soit jamais oubliée ni minimisée. Son livre de mémoires, publié en 1927 sous le titre « Dans les cendres de l'innocence », devint un best-seller controversé qui força la société britannique à confronter les horreurs perpétrées en son nom, au nom de la charité chrétienne et de la discipline morale. Eleanor Ashford mourut en 1956, à l'âge de 56 ans, d'un cancer des poumons probablement causé par l'inhalation de fumée toxique lors de l'incendie de Sainte-Agnès. Sur son lit de mort, entourée de quelques-uns des survivants devenus adultes, elle murmura ces derniers mots. « Dites-leur de ne jamais oublier. Dites-leur que le mal prospère dans le silence et l'indifférence. Dites-leur qu'une seule personne qui refuse de détourner le regard peut briser des systèmes entiers d'oppression. » Ces paroles, testament moral d'une femme qui avait payé le prix ultime de sa conscience, furent gravées sur sa pierre tombale dans le cimetière de Londres, où elle repose. Aujourd'hui, l'emplacement où se dressait autrefois l'orphelinat Sainte-Agnès est marqué par un mémorial sobre, une simple plaque de bronze, énumérant les noms des enfants morts dans l'institution, récupérés grâce au registre préservé de l'incendie. 265 noms. Certains incomplets, d'autres réduits à de simples numéros car leurs identités réelles n'avaient jamais été consignées. Le site reste désert, recouvert par la végétation sauvage des Landes, hanté, dit-on, par les fantômes des innocents qui périrent là. Les villageois de Moorfield évitent toujours cet endroit, perpétuant une tradition de silence qui n'est plus celle de la complicité, mais celle du respect funèbre. L'histoire d'Eleanor Ashford et de l'orphelinat Sainte-Agnès sert de rappel glaçant sur la capacité humaine à la cruauté institutionnalisée, sur la manière dont des systèmes entiers peuvent se pervertir lorsque l'autorité s'exerce sans surveillance, lorsque les victimes sont déshumanisées au point de devenir invisibles. Elle nous rappelle aussi que le courage moral existe, que des individus ordinaires peuvent, face à l'horreur absolue, choisir de résister même au prix de leur propre destruction. Cette dualité, l'abîme de la cruauté humaine et les sommets du sacrifice héroïque, constitue la véritable leçon de Sainte-Agnès. Dans les archives nationales britanniques repose le dossier complet de l'affaire, plusieurs milliers de pages témoignant méticuleusement des crimes perpétrés et de la justice finalement rendue. Les chercheurs qui l'étudient aujourd'hui sont invariablement marqués par la lecture de ces documents, car au-delà des faits juridiques et médicaux, ce qui transparaît est la fragilité de la civilisation, la minceur du vernis qui sépare l'humanité de la barbarie. Sainte-Agnès ne fut pas une anomalie isolée, mais le symptôme d'un système social qui considérait certaines vies comme intrinsèquement moins précieuses que d'autres, qui transformait la charité en oppression et la discipline en torture.
L'héritage d'Eleanor Ashford perdure dans les lois protectrices des enfants vulnérables, adoptées suite au scandale, dans les protocoles d'inspection des institutions qui s'assurèrent qu'aucun autre Sainte Agnès ne puisse prospérer dans l'ombre. Mais il perdure surtout comme rappel éternel que l'indifférence face à la souffrance d'autrui est une forme de complicité, que le silence face à l'injustice est un choix moral, et que parfois détruire devient le seul acte de création possible. Détruire les structures d'oppression pour créer l'espace où la dignité humaine peut renaître de ses cendres. Les brumes glacées qui enveloppent encore aujourd'hui les landes du Yorkshire semblent porter dans leur volute les échos des cris d'enfants depuis longtemps disparus, des prières murmurées par des innocents condamnés, des serments prononcés par une femme qui refusa de détourner le regard. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une tragédie passée, mais un avertissement permanent. Vigilance et courage moral sont les seuls remparts contre la résurgence de telles horreurs. Car le mal ne meurt jamais complètement. Il attend simplement, dans l'ombre de notre indifférence collective, l'opportunité de renaître sous de nouvelles formes, dans de nouveaux lieux, avec de nouvelles victimes. Et seule notre détermination collective à voir, à témoigner et à agir peut l'empêcher de prospérer à nouveau. Sainte Agnès brûla une nuit de février 1924. Mais sa leçon doit continuer à éclairer notre conscience jusqu'à ce que chaque enfant, chaque être vulnérable, soit enfin protégé non par la charité paternaliste, mais par la reconnaissance inconditionnelle de sa dignité humaine inaliénable. Fin.